Hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors champ ce soir en compagnie de Philippe Djan. Dans quel milieu avez-vous été élevé, Philippe ? Dans un milieu, je ne sais pas, qu'on pourrait qualifier entre deux eaux. J'étais des gens qui étaient ni pauvres ni riches, qui lisaient pas beaucoup, qui sortaient pas beaucoup, mais qui essayaient de présenter de la vie de famille comme espèce de quintessence du bonheur. Je pense qu'ils étaient heureux comme ça et qu'ils pensaient transmettre à leurs enfants cette espèce de milieu un petit peu protégé. En même temps, c'était les belles années. Ça se passait plutôt pas trop mal pour cette catégorie. Donc, c'était plutôt une enfance... je crois que je serais méchant si je dis ni heureuse ni malheureuse, parce que je pense que mes parents pensaient qu'on était heureux. En fait, je me suis souvent demandé si j'étais vraiment heureux à cette époque. J'étais pas malheureux. Vous étiez très proche de votre frère. J'avais deux frères. J'en ai plus qu'un. J'étais plus proche de celui qui a disparu parce qu'on avait simplement 1 an d'écart. Mais je découvre depuis une bonne vingtaine d'années le deuxième, qui était le plus jeune et qui était un petit peu à l'écart au début et qui, les années nous rapprochant, est devenu très, très... Oui, on est très proches. On était très proches avec les deux autres, mais cette fois, je pense que la mort nous a rapprochés de... Non, ça se passe plutôt très bien avec mon frère. Et de quoi est-il mort, votre frère, Il est avec mort qui de vous êtes parti dans des aventures incroyables ? Je suis pas parti du tout avec mon frère dans des aventures incroyables. Si, quand vous êtes parti dans le sud de la France pour construire des maisons et oui. tout ça. Ah oui, d'accord. Non, je pensais les aventures incroyables, c'était plutôt avec un autre personnage qu'on pourrait qualifier de frère, qui était Jérôme Ecker, peut-être qu'on en parlera. Mais non, oui, avec mon autre frère, on était plutôt... on était très proches parce qu'en fait, je vivais avec une femme, mon frère vivait avec une autre femme et ces deux femmes étaient sœurs. Donc ça nous avait forcément rapprochés. Non, j'étais très proche de lui parce qu'en même temps, c'est là où on a appris, on était deux Parisiens qui avions décidé de nous éloigner un peu de la ville et on avait décidé, je ne sais pas pourquoi, on avait décidé de reconstruire une maison. Et donc, la mère de nos femmes avait acheté une ruine dans les Corbières et on ne délivre pas de permis de construire dans les Corbières, on peut simplement remonter des murs. Donc nous, jeunes Parisiens, on est arrivés, on n'avait jamais vu un sac de ciment de notre vie et on s'est dit, tiens, on va remonter des murs. Donc ça nous a rapprochés. L'effort et le travail rapprochent. Et après, ça a tellement bien marché que vous avez continué. Moyennement, je ne sais pas ce que vous appelez continuer. Il y avait certains Parisiens, des peintres en particulier, qui avaient des bergeries dans le coin et qui permettaient à des espèces de jeunes expatriés de la ville, comme nous l'étions, de survivre là-bas. Donc, ils nous payaient très, très bien et très, très cher pour reconstruire des choses que les maçons du coin ne voulaient pas faire, à savoir refaire des voûtes ou des choses comme ça. Donc, mon frère et moi, on faisait ça, mais à l'ancienne, parce que c'était ce qui revenait le moins cher et c'était ce qu'on savait faire. Donc, on a fait des choses pour des gens comme Jan Voss. En particulier, j'ai reconstruit l'atelier de Gérard Gazirovski. Et non seulement... dont vous parlez dans vos bouquins, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. J'apprends toujours beaucoup plus par des gens qui ne font pas le même métier que moi. À savoir, j'apprends beaucoup de choses des cinéastes et des peintres et beaucoup moins des écrivains. Mais je pense que c'est normal. Il faut toujours aller chercher un petit peu ailleurs. Gérard Gazirovski m'a vraiment appris beaucoup de choses. Parce que c'était quelqu'un d'ouvert et qui essayait de voir est-ce qu'on peut à un moment dépasser le simple fait d'être un peintre ou d'être un écrivain. Par exemple, si aujourd'hui être un écrivain, c'est simplement raconter des histoires, je suppose que c'est difficilement quelque chose qui peut remplir une vie. Et je pense que Gérard aussi, la peinture, si c'était simplement être peintre et courir les salons, c'était pas ça qui pouvait emplir sa vie. Je pense qu'il fallait vraiment un investissement vraiment complet et total, et c'est pour ça que Gérard Gazirovski, dans son parcours d'artiste, a laissé tomber, est revenu à explorer des branches qui l'intéressaient plus, même s'il était devenu, je sais que par exemple dans l'hyperréalisme, c'était lui qui avait non seulement
plus ou moins lancé le mouvement, mais en même temps qui était le meilleur dans ce domaine. Donc il aurait très bien pu continuer sur sa lancée et rester un hyper-réaliste. Donc, et pas du tout. C'est-à-dire que la vie, elle est plus importante que ça, et il a eu besoin à un moment de se demander pourquoi il faisait ça. Et comme ça devait certainement pas être suffisamment satisfaisant, il a arrêté tout et il a recommencé. Et il a recommencé pas à peindre, il a recommencé à se demander pourquoi est-ce qu'on peint dans la vie. Et je pense que pour un écrivain, ça doit être la même chose. On peut avoir un grand succès un jour, décrocher un prix ou quelque chose dans ce genre, et se demander est-ce que je recommence, est-ce que je fais la même chose, ou est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine de consacrer sa vie à ça. Et si on ne trouve pas la bonne réponse, on arrête tout et on recommence autre chose. Donc vous, avec votre frère et donc ses deux sœurs, vous aviez décidé de quitter Paris dans la constellation de mai 68. On va essayer de reconstruire une vie loin de la ville, on va essayer de se rapprocher de la nature. C'était un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que on s'est jamais retrouvé dans des communautés. C'était pas, je sais pas ce que c'est que de faire du fromage de chef, par exemple, ni d'habiter dans une ferme. Non, je pense que c'était l'idée qui était très forte au moment de ces événements, c'était est-ce qu'on supporte encore de vivre dans ce monde? Est-ce qu'on fait simplement... Par exemple, en Suisse, j'ai assisté à quelques manifestations, par exemple. Dans les rues, il y avait des très très grosses manifestations, et derrière, il y avait mais qui suivaient juste derrière, il y avait une voiture balai. On essuyait et on nettoyait tout, et même des types se détachaient des manifestations pour aller mettre leur carte de crédit dans une machine pour tirer de l'argent et aller faire je sais pas quoi avec. L'idée, c'était, après 68, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les études gentiment? Et est-ce qu'on perpétue ce système contre lequel on s'est battu? Ou est-ce qu'on change et est-ce qu'on fait autre chose? Moi, mon frère non plus, on n'était pas spécialement attirés par cette idée de communauté, de développement un peu hippie, tout ça, c'était pas trop notre truc. Mais l'idée qu'il fallait éventuellement réfléchir et pas du jour au lendemain se ressauter à pieds joints dans cette société, c'était assez fort. Et l'idée aussi, c'était que tous ces camarades qui gardaient sous le bras l'idée qu'on pouvait quand même continuer les études une fois que le chaos était un petit peu balayé, c'était pas très agréable. Je trouve que c'était une drôle d'attitude de se dire on sait jamais, quand tout ça sera un peu calmé, je reprendrai mes études de dentiste ou mes études d'architecte. L'idée, c'était de pas faire ça. L'idée, c'était d'aller ailleurs et de réfléchir au moins, de voir ce qui était important et comment il fallait continuer. Enfin, pour soi, qu'est-ce que c'était à ce moment de sa vie de prendre des décisions qui certainement étaient importantes. Et c'était certainement pas de reprendre le petit train-train et de suivre ces gens qui avaient défilé sur les Champs-Élysées en se serrant les coudes parce que d'un seul coup, l'ordre était revenu. C'était pas ça l'idée. Et de quoi votre frère est mort? D'un cancer du poumon, tout bête. De la cigarette, de ces choses-là. De votre frère, vous n'avez jamais parlé dans vos écrits? Non, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est toujours ce problème un peu de savoir est-ce que de sa vie on fait une œuvre, est-ce qu'on se sert des choses, vraiment des éléments très... J'ai jamais parlé de ma femme non plus dans mes livres, et je vis avec la même femme depuis 45 ans maintenant. J'ai jamais parlé de ma femme, de mes enfants précisément non plus. Les enfants des personnages de mes livres sont pas mes enfants. Les rapports ils peuvent peut-être y ressembler, parce que vous savez formidablement décrire les enfants, les gestes des enfants, les mouvements des enfants, le langage des enfants. Je me suis jamais demandé si j'étais bon dans ce genre de description. Ce qui m'intéresse, c'est la filiation m'intéresse. Qu'est-ce qu'on transmet à ceux qu'on a mis au monde? Ça me semble être la préoccupation, devrait être la préoccupation numéro 1 de toute personne qui est assez folle pour mettre des enfants au monde aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert. Est-ce que c'est simplement balancer des êtres humains dans le monde comme dans la jungle qui nous entoure sans s'occuper? Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et savoir aussi, est-ce qu'on est capable de transmettre quelque chose? Et qu'est-ce qu'on a à transmettre? Donc ça, c'est des réflexions qui, à mon avis, suffisent amplement pour donner du grain à moudre à un éventuel roman à venir. Donc c'est des questions qui n'ont pas de réponse, mais qui doivent rester en questionnement. On ne peut pas dire qu'on les a résolues et qu'on les met de côté, qu'on sait ce qu'il faut faire. Non, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Au premier chef, c'est des problèmes d'identité. De savoir qui je suis, moi et vous, et nous, qui nous sommes, et tout bêtement pourquoi on est là et à quoi on sert. Et ça, j'ai toujours pensé que les gens qui pouvaient m'aider à comprendre qui j'étais, c'était les gens du premier cercle. C'était les gens
Parce que tout seul, je ne pouvais pas savoir qui j'étais. Je pense que tout seul, on ne peut pas savoir. Donc il faut, c'est un petit peu, vous savez, quand vous jetez un caillou dans l'eau, s'il n'y a pas ces espèces de cercles tout doucement concentriques, ou plutôt excentriques, qui viennent vers vous pour vous prouver que quelque chose s'est passé, il n'y a pas de retour. Donc j'ai besoin, quand je me pose certaines questions, d'avoir un retour, et ce retour-là, c'est forcément les gens du premier cercle qui me l'amènent. Donc sans les autres, je ne peux pas savoir qui je suis. Et donc, qui je suis, c'est aussi quel père je suis, qu'est-ce que je transmets en tant que père, mais qui je suis en tant qu'amant, qui je suis en tant que mari, qui je suis en tant qu'écrivain. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que, de la même manière que Gérard Gazerowski, puisqu'on reprend un petit peu cette idée qu'il n'y a pas que les écrivains qui m'intéressent et qui m'apprennent des choses. Dans la peinture, Gérard me montrait des choses, me parlait de choses qui étaient vraiment existentielles. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Est-ce que acquérir le langage de la peinture, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à faire avancer ma vie d'individu? Et de la manière, écrire, c'est pareil. Enfin, je suis très, très fier et très heureux d'être à France Inter, d'être à France Culture même plutôt. Mais en même temps, à quoi ça sert? Je suis obligé de me demander à quoi ça sert. Et tout à l'heure, vous aviez cette réflexion très gentille et très amusante de dire on a un auteur populaire à France Culture. Je me dis, mais j'ai pas envie d'être spécialement à France Culture. J'ai envie d'être un auteur populaire. Parce que d'être un auteur simplement... Tout court, non, non, pas un auteur tout court. Je veux être un auteur populaire parce que sinon, ce que je fais, ça sert à rien. Si être un écrivain aujourd'hui... n'a pas forcément nécessité d'être utile dans la vie. Eh ben alors, donc là, il y en a un grand débat. Je pense que vous n'allez pas faire une émission avec moi, mais 10. Moi, je crois qu'un écrivain, ça sert à quelque chose. C'est pas simplement pour éveiller chez les autres une espèce d'émotion esthétique parce qu'ils sont tombés sur une histoire bien écrite, bien ficelée. Ça sert à rien, ça. Enfin, si, ça sert quand on a le temps. Ça sert quand on est chez soi et qu'on n'a rien à faire, qu'on se met dans un fauteuil et qu'on ouvre Proust, par exemple. J'adore Proust comme tout le monde. Faut pas sortir d'école particulière pour aimer Proust. Évidemment que c'est beau, Proust. Mais est-ce que ça me sert aujourd'hui? Non. Proust ne m'aide pas à traverser la rue. Et je pense qu'un écrivain aujourd'hui doit vous aider à traverser la rue. Ça veut dire quoi? Ah, voilà, une bonne question. Traverser la rue, ça veut dire que quand vous êtes passé par certains auteurs qui vous ont transmis quelque chose, au moment de traverser la rue, vous n'allez pas la traverser de la même manière que le type qui lit que Proust, quoique il peut encore traverser la rue d'une manière intéressante et différente des autres, mais enfin, lui, différemment. Il aimait bien rester chez lui, lui. En plus, non, mais je pense que tous ces auteurs m'ont appris à regarder le monde différemment. Donc quand je dis, par exemple, Proust ne m'aide pas à traverser la rue, Proust, dans ma vie d'homme, m'a pas appris quelque chose. Des gens comme Raymond Carver, ils m'ont appris quelque chose. Ils m'ont appris à être vivant aujourd'hui. Ils m'ont appris à manier un matériau et une langue qui me sert aujourd'hui. Tous les auteurs qui m'ont précédé, malgré l'admiration que j'ai pour eux, ne m'aident pas à ce niveau-là. Proust m'aide dans le sens où je veux surtout pas faire ce qu'a fait Proust, parce qu'il l'a tellement bien fait et ça correspondait tellement à une époque et à une vision du monde que je veux pas recommencer ça. Alors que par exemple des gens comme Céline ou des gens qui à un moment, à mon avis, ont carrément cassé les choses, ils ont transformé la langue, eux ils m'ont appris à mettre un pied dans un monde nouveau. Donc c'est ces gens-là qui m'intéressent. Mais en même temps, c'est parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, n'importe quelle petite rentrée littéraire, il y a 700 livres à lire. Donc il est bien évident... 750. Eh ben plus, et 800 l'année prochaine. Donc il est bien évident qu'il y a des choix énormes à faire, surtout que là on parle que des livres, mais si on veut jeter un petit coup d'œil sur le cinéma et écouter un peu de musique, ça réduit encore l'espace qu'on peut consacrer à la lecture. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas tout lire, il faut faire des choix. Et mes choix aujourd'hui en tant qu'individu, pas du tout en tant qu'écrivain, mais en tant qu'individu, c'est d'aller vers des gens qui me servent à quelque chose. Et il faut bien qu'on comprenne que la lecture, la littérature, elle sert à quelque chose. Elle sert à être vivant aujourd'hui et à regarder le monde d'une certaine manière. Donc, être un écrivain populaire, mais merci mon Dieu si je suis un auteur populaire. Et en plus, j'en suis pas sûr parce que quand je vois mes ventes, je me dis que c'est pas ça être un auteur populaire. Je voudrais vendre 1 million d'exemplaires, moi. Voilà, et pourquoi pas 2 millions? C'est ça que je voudrais faire. Nous allons entendre la voix de Céline. C'est un entretien avec André Parinaud. C'est une archive de 1958. J'ai décidé d'écrire pour m'acheter un appartement parce que je n'en avais pas. Et que j'ai vécu à l'époque où la grosse difficulté était de payer son terme. Et alors je trouvais qu'en possédant un appartement, son bien propre, on n'avait plus de terme à payer. C'était bien agréable.
Et ça me faisait... C'est uniquement pour cette raison-là que vous avez décidé un jour de vous pencher sur des feuilles blanches? Oh, très uniquement. Oh là, oui, je ne me sentais pas. Je me sentais plutôt l'acte d'écrire ridicule. Un écrivain me paraissait un type burlesque, un bonhomme qui raconte des histoires que personne ne lui demande, et pas sérieux du tout. Et puis, il m'a été révélé que ça payait. Et puis, à la fin, j'ai découvert aussi que la profession d'écrivain vous rendait la vie impossible. Que de ce moment-là, vous étiez... C'est votre perroquet que vous cherchez derrière. Évidemment, j'ai peur qu'il se sauve, et ce pauvre bête n'est pas fait. Ça va, non. Il ne se sauvera pas, nous le surveillons. Mais ça va pas bien. Et alors, j'ai découvert que la vie devenait impossible. Le jour où on m'a détecté comme étant des touches docteur, c'était fini le docteur. Et puis, c'était fini, il a bien fallu... Mais vous pourriez écrire des livres en racontant des histoires toutes simples, de façon à aborder de très grands tirages. Or, vous racontez des histoires assez terribles, des histoires que vous avez vécues la plupart du temps, des histoires que vous connaissez intimement. Et il y a une certaine logique dans tous vos livres. Il y a aussi un style que l'on reconnaît et qui est à nul autre pareil. Tout cela prouve quand même que vous avez sur la littérature un certain nombre d'idées très précises. Je suis à l'inverse des jeunes gens, vous savez, qui touchent à tout et qui ne finissent rien. C'est le grand travers de la jeunesse, par laquelle il est dégoûtant. Et je touche à beaucoup de choses, mais les choses que je touche, je les finis. Et alors, il m'est arrivé, quand je suis arrivé à m'engager dans cette dite littérature, ce qui est déjà un nom ridicule en lui-même, j'ai trouvé que c'était pas du tout ça. Et que même dans le voyage au bout de la nuit, au fond, je consentais, sans le savoir, à certaines formes qui étaient plus ou moins de l'ancienne littérature. Alors, c'est là que je me suis mis aux 3 points, pour vraiment être sûr d'être différent, ça me répondait mieux. Qu'est-ce que vous voulez faire en écrivant? Communiquer votre expérience? Oh, monsieur, j'ose dire que ça m'est bien égal, parce que l'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte. Par conséquent, ça ne peut pas servir aux autres. Communiquer une émotion? Non, la faire tenir au papier. C'est très dur, n'est-ce pas? Vous voyez, le papier, c'est une pierre tombale, sigile l'auteur, n'est-ce pas? Et c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très, très pénible. Pour comprendre peut-être votre conception de la littérature que vous nous dissimulez, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de vos confrères, par exemple? Rien du tout. Ce sont des braves gens ou autres, qui copient des formes. Je m'intéresse qu'au style, puisqu'on en est là, n'est-ce pas? Le style seul, et l'homme, ils n'ont pas de style. Ils ont du style piqué dans Bourget, dans Anatole France, Nous venons d'entendre la voix de Louis-Ferdinand Céline. J'ai l'impression, Philippe Jean, qu'il appartient au premier cercle pour vous. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Céline. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire Céline sans du tout savoir ce qu'était son histoire et ce qu'on a pu lui reprocher après. Et c'est ce fameux garçon dont on parlait tout à l'heure, Jérôme Ecker, qui était en 4e au lycée avec moi, qui m'a mis Le voyage au bout de la nuit dans les mains. Je dois dire que non seulement j'étais pas spécialement... un lecteur qui était tout le temps prêt à détecter le moindre écart au niveau d'une pensée correcte. Donc je n'ai pas du tout pensé qu'il y avait un rapport avec l'auteur que je découvrais et un antisémite convaincu et distingué, comme il s'est révélé par la suite. Donc j'ai vraiment lu Céline tranquillement. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Mort à crédit, donc c'était encore plus incroyable, parce que là, je trouve même que le style de Céline dans Mort à crédit est beaucoup plus intéressant, enfin m'a beaucoup plus marqué que celui de Voyage au bout de la nuit. Et donc, j'ai été comme une éponge imbibée par tout ce qu'il disait et par tout ce qu'il mettait en œuvre, à savoir cette espèce de déconstruction complète de la langue. Et il y a quelque chose... Je pense qu'il y a 2 personnes qui m'ont fait découvrir à un moment pourquoi la littérature m'intéressait. C'est Céline et puis c'est aussi Salinger. C'est parce que les auteurs qui m'ont intéressé mais qui sont aussi susceptibles de changer votre vie, c'est pas des gens qui racontent des histoires. C'est des gens qui mettent au point quelque chose d'indéfinissable qu'on peut appeler la langue ou le style. Et ça, c'est un petit peu... Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'apprends, je trouve ça très très beau, mais en même temps, ça m'a ouvert les yeux, enfin, ça m'a permis de donner une image sur ce que je ressentais. C'est très compliqué à parler du style, d'expliquer ce que c'est. On a découvert un fleuve énorme sous l'Amazone.
Donc, Amazon, déjà, un fleuve énorme, donc une image de la littérature assez belle. Chose qu'on n'arrive pas à contrôler, ni à dompter, ni à l'Amazon. Et sous l'Amazon, il y a un fleuve beaucoup plus grand et beaucoup plus énorme qui coule. Et c'est ça la langue, c'est ça le style. C'est-à-dire que quand vous lisez une histoire, c'est le petit fleuve qui est au-dessus qui peut être sympathique, miroitement, tranquillité, petit machin. Ok. Mais si à un moment, cette chose est capable et susceptible de transformer votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous. Vous savez, c'est comme les sons. L'infrason, c'est ce qu'on n'entend pas. Moi, je crois qu'il y a un infrarécit. Il y a quelque chose en dessous. Et c'est souvent des textes dont les histoires vous ont pas spécialement marqué, à savoir que Céline, des fois, on me dit, mais de quoi ça parle? M'aura crédit quand je veux le faire lire à des gens. Je dis, j'en sais rien, de quoi ça parle. Je sais pas de quoi ça parle. Donc, c'est parce qu'il y a autre chose qui fait qu'à un moment, ça a été une nourriture essentielle. Il y a une nécessité dans la littérature. C'est-à-dire que là, vous pouvez à un moment changer les gens. Vous pouvez changer leur vision du monde. Et si la littérature sert pas à ça, la littérature sert à rien. Raconter des histoires, je comprends pas d'ailleurs que Céline n'ait pas repris au vol la personne qui l'interviewait, qui arrêtait pas de lui dire « Mais pourquoi vous racontez pas des histoires? Pourquoi vous contentez pas de la... » Et il l'a répondu 1000 fois en disant « Mais racontez des histoires, si vous voulez des histoires, achetez les journaux. Il y a plein d'histoires dans les journaux. Si vous faites un pas vers la littérature, n'y allez pas pour lire des histoires. Ou alors achetez carrément un livre de philosophie, un livre de sociologie, un livre d'historien. Mais n'allez pas vers la littérature. » Donc c'est pour ça, et de la même manière, aujourd'hui, je suis complètement subjugué, estomaqué de voir que des gens qui sont, même des gens beaucoup plus jeunes que moi, donc qui font un petit peu leur entrée en littérature, s'intéressent à la guerre de 14. Alors on va me dire, mais c'est génial, vous comprenez pas, la guerre de 14, c'est aussi une ouverture éventuellement sur le monde d'aujourd'hui. Non, parce que ce qui est important, c'est de mettre au point une langue et un style. Comment voulez-vous mettre un style intéressant et efficace si c'est pour parler de la guerre de 14? Je veux dire, je ne peux pas travailler sur une langue si c'est pour parler de quelque chose qui s'est passé à l'époque de mon grand-père. Donc si je veux aujourd'hui éventuellement transmettre ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire faire qu'à un moment, on va m'aider à traverser la rue, on m'a aidé à traverser la rue, on m'a aidé à regarder le monde différemment, à parler à mes enfants, à parler aux gens que je rencontrais, c'est la langue. Et cette langue-là, elle doit être faite aujourd'hui par des gens qui vivent aujourd'hui et qui traversent aujourd'hui la rue avec des feux rouges et des téléphones portables dans la poche. Et donc ça, il y a une langue particulière qui doit se mettre en adéquation avec ce monde. Nous allons écouter la voix de Jacques Kerouac qui va nous parler des visions de Cody. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado. It's arid western one. In the state line of poor Utah, I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, the great image of God with forefinger pointed straight at me, through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, Come on, boy, À l'automne 1951, je me suis mis à penser à Cody Pommeret, à réfléchir chaque jour davantage à Cody Pommeret. Nous avons été grands amis sur la route. Je vivais à New York et je désirais aller le voir en Californie, mais je n'avais pas d'argent. Me voilà maintenant dans une vieille station du métro aérien au carrefour de la 3e avenue et de la 47e rue, assis contre le mur sur un de ces bancs de bois affaissés. La pancarte « Porteur » accrochée à la porte est presque complètement effacée. Sur le mur de bois brut, une belle fenêtre étrange bordée de vitraux bleus et rouges, encadrée par 2 ampoules nues, et lattes polies et usées du plancher, et tout cela vibre à l'approche de la rame. Un vieux poêle en fer, énorme et ventru, la ferraille de sa carcasse visible à travers la crasse grisâtre. Personne ne l'a briqué depuis des années. Le tuyau monte à la verticale sur 1 mètre, puis s'incline en pente douce sur 2, puis remonte sur une 50aine de centimètres avant de disparaître à travers le bois sculpté de ce plafond tarabiscoté, dans une sorte de cheminée au couvercle circulaire percé d'ouvertures étamées. Ce poêle se dresse sur un support vieillot, le plancher s'affaisse sous son poids. En haut des murs, le long du plafond, il y a des contre-boutants sculptés en bois brut, comme dans les vérandas victoriennes. Le marron est si omniprésent que la moindre lumière prend ici une teinte brune.
Nous venons d'entendre Jacques Kerouac qui disait un extrait de ses visions de Cody, et on ne peut pas s'empêcher de penser à une sorte de compagnonnage dans l'écriture, entre votre écriture, Philippe Djian, et celle de Jacques Kerouac. Et il n'y a pas seulement le ton, le style, la scansion, le rythme, les thématiques, mais il y a aussi le fait que le vagabondage est aussi une possibilité de découvrir une nouvelle matière d'écriture. Est-ce exact? Oui, mais encore une fois, le vagabondage, tout le monde sait que ça peut être à l'intérieur de sa chambre aussi. Hein. C'est une espèce de... Ouais, enfin, chez vous, c'est pas à l'intérieur de votre chambre. Hein. J'ai bougé un petit peu, mais... Oui, mais en même temps, ce qu'il y a de drôle, là, c'est que l'outil dont il se sert pour pénétrer, justement, pour atteindre cet infra-récit, c'est la musique. Donc la musique, elle, aide quand même à vous ouvrir à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est très, très compliqué de savoir comment vous allez réagir à un auteur. C'est difficile de pénétrer les gens. C'est difficile de prendre leur regard et de le tordre comme ça. J'avais eu cette vision un petit peu à un moment. Je me suis aperçu de quelque chose en regardant un cinéaste japonais, Ozu. Ozu a pris sa caméra, en gros, pour simplifier, et il l'a presque mis au ras du sol. Il a changé l'axe. En changeant l'axe, il change la représentation du monde qu'il est censé vous proposer. Il vous donne ce qu'il filme, c'est ce qu'on aurait pu, vous et moi, filmer si on nous avait donné une caméra. Simplement, lui, il a changé l'axe. Et en changeant l'axe, il change votre vision du monde. Et c'est ça aussi la langue. Donc, c'est très compliqué de savoir. Je pense qu'aussi, ça a un rapport avec la période de votre vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus capable, mais ça, c'est aussi une espèce d'infirmité de m'ouvrir comme j'ai pu m'ouvrir à certains auteurs, comme quand j'avais entre 20 et 30 ans, où j'absorbais tout et tout était nourriture et tout pouvait me servir. Aujourd'hui, je pense que l'âge fossilise un peu les choses. Donc, je pense que je suis plus capable. J'adore encore beaucoup de choses. Hein. En littérature, j'ai encore des grands moments de plaisir et d'admiration pour des auteurs, mais j'arrive plus à m'ouvrir et à être réceptif au point où je l'étais quand j'étais plus jeune. Donc il y a aussi des périodes dans votre vie où vous êtes en formation. Vous êtes là pour apprendre les choses, pour regarder les choses. Je ne penserais pas de la manière dont je pense aujourd'hui, dont je perçois le monde aujourd'hui, si ce n'était pas passé par la littérature et par la musique en même temps. C'est-à-dire que j'ai toujours perçu... Et par votre propre expérience, parce qu'il y a des tas d'histoires qui se racontent sur vous, Philippe Djian, je crois qu'elles sont exactes, notamment que c'est... pendant que vous étiez en train de passer des longues heures la nuit dans une station de péage, que vous avez commencé à comprendre que la lecture existait, que peut-être vous alliez devenir écrivain, vous avez été docker, vous avez été magasinier, vous avez traversé le monde, et on a l'impression que, tout ça ne vous était pas donné et que ces petits boulots ont forgé à l'intérieur de vous un rapport à la solitude et aussi à la possibilité peut-être que l'écriture vous transperce. Ça me semblait évident, d'autant que tous ces gens qui m'ont vraiment subjugué en tant qu'écrivain, en tant que personne qui mettait au point une langue, c'était des gens qui exerçaient ces petits boulots. C'était des gens aussi bien des gens comme Henry Miller ou Kerouac, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient un rapport avec le monde du travail, chose que je ne trouvais pas chez les écrivains français. Tous ces gens que j'ai aimés aux États-Unis, c'était des gens qui avaient un rapport avec la poste, avec les banques, avec pompistes, qui savaient ce que c'était que de gagner de l'argent, qui savaient ce que c'était que la vie quotidienne des autres, qui parlaient pas dans le vide, qui avaient des problèmes que tout le monde connaissait. Et j'avais l'impression qu'il fallait sortir de ce... Parce que, donc, je vous parlais tout à l'heure de ma famille, donc petite bourgeoise et tout... la vie était tranquille, j'allais au lycée, tout se passait bien, mais je sentais que quand j'ai commencé à m'ouvrir à ces auteurs, qu'il me manquait quelque chose, j'étais infirme de quelque chose. Et par exemple, quand mon petit épisode docker, c'était parce que après avoir lu Blaise Cendrars disait pour découvrir le monde, il faut aller s'engager sur un cargo, se coucher près des machines, sur le pont, et écouter le cœur de la machine battre en même temps que le vôtre. Et c'était là que vous pouviez vous ouvrir au monde. Et avec mon ami donc Jérôme Ecker, l'idée c'était, on voulait partir en Colombie parce qu'en même temps il y avait tout ce côté révolutionnaire. Après Régis Debray, il fallait voir ce qui se passait là-bas. Donc on voulait absolument aller en Colombie. C'était le moment des élections. Mais on ne voulait pas y aller comme des idiots en avion. Bien sûr que non, il ne fallait pas faire ça.
Et donc, on a été docker pendant 2 mois. On se levait tous les matins à 4 heures. On allait avec notre petit crochet tout neuf pour décharger des bateaux. Mais c'était pour pouvoir monter sur les cargos et demander au capitaine s'il voulait bien nous prendre. Et donc, ils les ont jamais voulu. Donc, ça fait qu'on est parti en avion, comme tout le monde. Mais il y avait cette idée que, voilà, le monde, il fallait aller le chercher. Le monde se donnait pas à vous comme n'importe quelle fille de joie. Le monde, il fallait aller le chercher et le mériter. Et c'était ça, cette idée aussi des petits boulots et de revendiquer un rapport avec le monde du travail. Alors, dans cette période-là, vous écoutiez beaucoup de musique. Entre-temps, vous êtes devenu un compagnero pour certains musiciens, dont Stéphane Escher. Et puis, en cette rentrée littéraire, Philippe Jean, ce livre au titre énigmatique, « Ho », entre guillemets, et qui, par son style, par son rythme, par ses personnages, par son intrigue et ses intrigues, je trouve rond. Alors que les critiques littéraires disent que vous continuez. Moi, je trouve que ça rompt. Ah pardon, rond. Moi, j'entendais rond, R-O-N-D. Moi, rond, R-O-M-P-T. D'accord, ok, d'accord. Non, c'est plutôt, oui, il est même un peu carré. Je sais pas s'il a une forme vraiment particulière. Ça a été simplement un moment où j'ai eu... mais il n'y a pas de différence non plus pour moi au niveau de... Sauf que c'est une femme qui parle. Mais y a pas ça, c'est une différence de taille quand même. Oui, mais je pense que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours eu cette voix de femme. Ça avait commencé avec, je pense que c'était dans l'An dehors, il y avait le journal d'une femme. Et cette espèce de confort que j'ai trouvé en prenant la place d'une femme, je trouve que j'ai même aujourd'hui du mal à m'en débarrasser. Je suis en train de travailler sur un autre livre pour me débarrasser, il faut à chaque fois se débarrasser des livres qui précèdent. Et là, j'ai du mal à m'en débarrasser. C'est drôle de dire de la part d'un écrivain la place de confort quand je me suis mise à la place d'une femme. Les Inrocks d'ailleurs ont titré en couverture Jean féministe. Oui. Mais c'est plutôt peut-être la part féminine qu'a tout être masculin en lui qui ressort à l'intérieur de ce livre. Oui, mais j'ai l'impression que c'est des choses que les hommes... Alors, je trouve que de toute façon, il y a 80% des hommes, pour moi, qui ne m'intéressent pas trop parce qu'ils ont que ce côté masculin. Il y a 20% des hommes, à mon avis, qui ont aussi un côté féminin qui est très, très fort. Et moi, je le ressens vraiment beaucoup, mais pour des tas de raisons. J'aime pas du tout ce Alors côté... qu'on vous prend pour un macho. Et que oui, mais on me prend pour l'écrivain rock parce que j'ai des bottes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'étiquettes qui me sont collées comme ça. Mais je précise que vous avez des bottes, oui. Alors que nous sommes encore en été. Je suis pas venu pieds nus, mais tous les gens qui portent des bottes savent que c'est comme des chaussons quand elles sont bien faites. Non, c'est... Oui, je pense que je me sens mieux avec des femmes, pas simplement par leur beauté, mais je me sens mieux avec leur intelligence, avec leur sensibilité. Et c'est des choses que je sens un tout petit peu chez moi et je suis pas bien. En fait, la compagnie des hommes m'intéresse que vraiment très, très moyennement. Et quand on veut exagérer et qu'on... par exemple, on trouve que les hommes, c'est un peu... Mais je le ressens comme ça, c'est un peu match de foot. Il y a une espèce d'odeur de vestiaire avec les hommes. Et ça, j'aime pas du tout. Mais là, vous allez beaucoup plus loin dans ce roman qui paraît donc ces jours-ci, puisque votre personnage principal est une femme. Ce n'est pas une jeune femme, c'est une femme qui a une 60aine d'années. Peut-être pas tout à fait, mais une elle approche. Oui, un peu plus jeune. Enfin. Elle a un fils, elle a une mère, elle a des amants. Elle a beaucoup de choses, mais elle a rien en fait. C'est ça le problème. Ce que vous faites à l'intérieur de ce livre, c'est quand même une cartographie de la métamorphose du devenir de la femme dans ses différentes possibilités. Parce que elle est belle, elle est désirable, il va lui arriver quelque chose d'atroce, un viol, et en même temps, elle va subir aussi quelque chose qui ne devrait pas trop la perturber parce que ses relations avec sa mère sont très mauvaises. Elle va vivre le deuil de sa mère. Et je me suis demandé tout au long de ce livre, qui, encore une fois, dans la lignée de ce que vous écrivez, est toujours... très géographique, on voit les paysages dans lesquels vos personnages évoluent. Je me suis demandé comment vous avez assemblé les contours de cette femme pour nous la rendre si présente. Alors là, la réponse, elle est simple, je ne sais pas du tout. Alors vraiment, je ne sais pas. J'ai trouvé qu'à la fin, il y avait comme une espèce de catalogue. Les gens me disent, les personnes qui n'ont pas trop apprécié le roman me disent, mais c'est invraisemble. Parce que c'est violent, c'est violent. Oui, mais attendez, tout ce qui arrive aux gens, c'est violent, même si c'est pas de l'ordre physique. Ce qu'on éprouve d'une manière violente, c'est pas forcément être battu.
Et là, justement, cette femme, c'est un viol très très particulier. Hein. C'est-à-dire que elle va être forcée. Tous les viols sont particuliers. Celui-là, il est pas emblématique de cette horreur qu'est le viol. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été battue, elle a simplement été maintenue. Elle a vu personne. Elle a pas vu son agresseur puisqu'il a une cagoule. Je pense que si on peut dire ça, c'est ce qui pourrait se passer de mieux dans un viol. On ne peut pas dire ça. Non, mais je le dis parce que j'ai commencé à penser à cette histoire de viol après avoir vu le film avec beaucoup de retard de Virginie Despentes, qui était Baise-moi. Et il y a un viol, j'ai pas pu supporter ça. J'ai trouvé que c'était abominable. Elle se fait violer, cette femme, sur un capot de voiture. Et en plus, le type se trouve assez intelligent et assez malin pour lui taper en plus sur la figure. Donc il y a cette espèce de violence que je trouvais pas nécessaire. Et il y a aussi dans tous les viols, il y a une violence. Oui, mais là, je pense que c'est plutôt une violence mentale qu'elle subit, cette femme, enfin l'héroïne de mon livre. Physiquement, elle se relève, c'est-à-dire qu'elle prend un bain, ça va, elle est pas... Je suis pas sûre, moi, en tant que lectrice. Je peux peut-être pas me mettre aussi loin dans la peau d'une femme. Donc, mais a priori, je me disais... Toutes les femmes qui ont été violées ne terminent pas le viol par un petit bain ou avec des scènes. Oui, mais enfin, excusez-moi, je parle à l'auteur, je parle à celui qui a inventé ce personnage de fiction. Mais cette femme, non seulement, comme par hasard, elle se lave, donc il faut que tout ça sorte d'elle, à la fois physiquement et psychiquement. Et après, à chaque fois qu'elle sort, elle a peur. Elle a tout le temps peur. Elle a tout le temps peur. Elle le voit partout. Mais est-ce qu'elle doit aussi accepter une autre violence ? Comme ce qui arrive d'ailleurs dans les expériences où, hélas, des femmes sont violées tous les jours. Et bien sûr, par leur mari. En même temps, attendez, c'est ça aussi. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les viols, les 3/4 des viols, c'est les maris qui violent leurs femmes quand même, qui les forcent. Et là, je veux dire, cette femme se dit aussi, est-ce que je vais encore en supporter plus ? Parce que qu'est-ce que fait une femme qui a été violée ? A priori, elle doit appeler la police, ou enfin aller voir et faire une déclaration, j'ai été violée. En général, elle se trouve devant un type qui ne comprend pas bien, ou c'est tout juste, il dit pas, mais cette salope, ça lui a plu, enfin bon, voilà. Donc cette femme, qui a une femme de pouvoir en même temps, donc c'est pas non plus... Qui travaille dans la publicité. Voilà. Elle se dit, ça va peut-être nuire à mon travail, je vais être obligée de raconter ça, j'ai pas envie. Et je pense que aller raconter ça... Là aussi, il y a du genre sociologue de la détresse et de la violence faite aux femmes. Est-ce qu'il y a un genre sociologue de la détresse ? C'est ça que vous me demandez ? Des femmes. Oui, je suis du côté des femmes, toujours, mais c'est pas un choix. Je veux dire, c'est normal. Il y a ce côté, c'est normal que dans les rapports entre hommes et femmes, l'homme doit être celui qui plutôt les protège plutôt que celui qui les agresse. Enfin, moi, je vois ça un petit peu comme ça. Ah bon ? Vous préférez que je sois du côté de celui qui les agresse ? Non. Ah bon ? Mais on n'a pas besoin d'être protégé. Dans des cas de violence extrême, oui, si demain je vois une femme qui se fait violer sur le trottoir, peut-être que je vais faire quelque chose quand même. Enfin, j'imagine. Oui, j'espère. Donc je suis un macho, mais qui est du bon côté, à savoir que je les aide, ou je suis prêt à les aider s'il y a quelque chose. Portrait à l'acide aussi de la mère de votre personnage féminin. Parce que cette mère est décrite comme une femme qui a dépassé l'âge, entre guillemets, normal, parce que rien n'est jamais normal dans notre société. Et là aussi, vous cartographiez beaucoup cet univers de publicité, ces magazines féminins qui intiment aux femmes, y compris quand elles ont passé 70 ans, 75 ans, de toujours être désirables pour pouvoir continuer à être un tout petit peu vivantes dans notre société contemporaine. Et cette femme-là, donc la mère de l'héroïne, est presque caricaturée. Elle a des amants, elle s'est fait botoxer un nombre incalculable de fois, elle veut toujours plaire. Bref, est-ce qu'elle est victime de la société de consommation ou est-ce qu'elle est victime d'un désir d'exister à tout prix malgré l'âge vénérable qu'elle atteint ? Je ne suis pas sûr que le mot victime soit celui que j'aimerais employer dans son cas. On peut dire qu'elle est victime, mais moi je trouve pas que ce soit une victime. Elle est contente dans sa peau, ça se passe bien. Mais pourquoi pas prendre des amants jeunes ? Moi, ça me gêne pas toutes ces choses. On a l'impression que c'est des choses un peu taboues. Elle les paye. Elle les paye en plus, oui. Donc elle garde du pouvoir quand même quelque part. Elle n'est pas simplement comme quelqu'un qui s'offre pour rien. Elle les paye. Elle garde le pouvoir. J'aime bien, mais toutes les femmes de mon livre, je les aime bien. Même Josie, là, cette fille qui va devenir belle. Pourquoi, à un moment, ce personnage qui est très antipathique, je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ce personnage, il va devenir beau. C'est les hommes qui sont pas beaux. Et en fait, c'est aussi une espèce de catalogue assez terrible. Et c'est pour ça que mes histoires, évidemment... Oui, mais c'est pour ça que mes histoires sont pas vraisemblables. Parce que d'un seul coup, ça devient un catalogue. Cette femme, elle a des problèmes avec son mari, avec son fils, avec son amant, avec tout le monde. Et surtout avec tous les hommes autour d'elle. Pas tellement dans son boulot. Pas tellement.
A priori non, puisque c'est elle qui a le pouvoir. Mais je suppose que ça ne doit pas être très agréable de voir ces regards un peu en coin que lui jettent les hommes. Elle dit à un moment qu'elle n'aimerait pas se retrouver sur le parking avec les types dont elle lit les manuscrits. Donc, oui, parce qu'ils sont jaloux et qu'elle n'a pas seulement le pouvoir, Philippe Jean. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris votre personnage. Elle est aussi plus douée que les hommes. Bien sûr qu'elle est plus douée. Elle est plus douée que son mari. Mais moi, je trouve que les femmes sont toujours plus douées. douées. Elle a plus d'imagination. Moi, je trouve que les femmes sont plus douées. Elle sait plus construire son rapport au monde. Oui, donc elles sont plus douées, mais je le comprends très bien. Les hommes sont un peu bêtes, mais c'est la race qui veut ça. C'est notre espèce. C'est l'espèce humaine qui veut ça. L'homme, il doit être un peu idiot. Tout ce qu'il doit faire, c'est procréer. C'est ça le truc. Donc on lui demande pas ni de réfléchir. C'est nous les femmes qui procréons. C'est nous qui mettons au monde. D'accord. Ok. Donc reprenons en coupe et on recommence. Non, mais l'idée c'est ça quand même. À un moment, c'est l'homme, il est juste là pour amener sa semence. Parlons comme ça. C'est peut-être pas. Mais il est là pour ça. Alors que la femme, elle est là pour dire oui, pour dire non, pour réfléchir. C'est pour ça que le viol a quelque chose, c'est abominable. Ça veut dire que ça fout tout en l'air en fait. On voit aujourd'hui à quoi ça sert le viol. Regardez dans ces pays où il y a des espèces de guerres intra-tribales, la première chose c'est violer la femme. Mais c'est même pas pour le plaisir. J'imagine qu'il y a que les types prennent un peu de plaisir, mais c'est pas ça l'idée de fond. C'est casser toute la structure de ceux qui sont en face. On viole les femmes comme ça, d'un seul coup, elles sont plus ni présentables, ni elles ont tout perdu. Donc voilà, c'est un truc abominable. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi... C'est justement pour pouvoir faire en sorte que les vainqueurs puissent, comme vous venez de prononcer ce mot, ensemencer les victimes de la guerre et qu'elles accouchent d'enfants qui soient les fils des vainqueurs. Tout à fait. Enfin, c'est ce que disent des anthropologues comme Françoise Héritier qui expliquent qu'effectivement le viol, c'est la signature ultime de la violence de la guerre. D'où mon problème avec la compagnie des hommes. Je n'apprécie pas du tout la compagnie des hommes parce que c'est souvent, quand c'est pas ça, je voudrais simplement que les 20% qui font pas partie de cette catégorie me pardonnent. Mais les autres, c'est quand même des gens qui sont ce truc de foot, de la violence, du bruit, du vacarme et tout ça. C'est un truc d'homme, ça. Et moi, j'aime pas ça. Mais il y a un fils dans O. Qui vaut pas il mieux, n'est pas lui, terrible, il n'est pas terrible. Il n'est pas méchant non plus. Bon, non, mais enfin, il n'assume pas ses responsabilités, il n'assume pas son enfant. Et les autres il ne comprend pas ce qui lui arrive. Non, heureusement qu'il a une maman qui va s'occuper de tout. Est-ce qu'il y a un désir pour vous d'essayer de comprendre un peu cette société d'aujourd'hui, là, de 2011 ? J'imagine que vous l'avez écrit en 2011. Oui, enfin, est-ce que j'essaie de la comprendre J'essaie plutôt de comprendre le côté de la femme. Le côté des hommes, je suis un homme, donc j'essaie pas de comprendre particulièrement ce que j'aime pas chez mes personnages, à savoir donc ce côté, on est les plus forts, on est les plus malins, on est les plus intelligents, c'est-à-dire ces odeurs de vestiaire et tout ça. Moi, j'ai jamais regardé un match de foot. Enfin, je sais pas, j'aime pas ça, j'aime pas ces choses-là. Alors donc, c'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. Et tous les rapports que j'ai avec d'autres humains et qui sont des rapports qui sont satisfaisants pour moi, c'est des rapports avec des femmes, parce que je trouve qu'il y a une sensibilité, il y a une espèce à la fois de retenue, de secret, de choses comme ça que je trouve pas chez les hommes. Eh ben merci Philippe Jean. Je rappelle le titre de ce livre qui commence déjà à être un succès, qui s'intitule Ho et qui paraît chez Gallimard. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.